Sagesse et intelligence financière partagent, avec vous aujourd'hui, 7 indicateurs qui tendent vers la réussite financière. Si tout le monde aspire à la réussite financière, seuls quelques privilégiés deviennent de véritables créateurs de richesse. Demandez-vous à laquelle de ces deux catégories vous appartenez. La méthode la plus simple pour répondre à cette question consiste à examiner attentivement vos habitudes actuelles. Vous considérez-vous comme financièrement avisé? Comprendre le fonctionnement de l'argent est la base de l'intelligence financière. Croyez-vous savoir comment l'argent fonctionne? Quoi qu'il en soit, vous devez partir du principe que cela peut s'apprendre. Peu importe qui étaient vos parents ou quelle était votre situation financière à votre naissance. Le savoir-faire financier commence par l'éducation financière. Les bases pour apprendre à développer vos revenus, puis votre patrimoine et votre héritage sont celles qui vous permettent soit de garder votre argent, soit d'en augmenter la valeur. Ou si on part d'un milieu modeste, d'échapper à ce cercle vicieux et d'atteindre la liberté économique. De nombreuses personnes ayant réussi attribuent leur succès à l'établissement d'une base financière solide, indépendamment du fait que cela les rapproche ou non de leurs ambitions. Leur réussite financière peut être attribuée à la mise en œuvre de procédures commerciales efficaces. Dans cette vidéo, nous allons aborder 7 indicateurs de votre réussite financière. L'indicateur numéro 1. Vos priorités. Dans le cadre du développement de l'intelligence financière, vous donnez la priorité aux tâches à haut revenu. Une distinction essentielle entre les personnes aisées et les autres est que les premières vénèrent leur temps. Contrairement à la majorité d'entre nous, les leaders fortunés consacrent leur temps aux activités qui offrent le meilleur rendement financier. En tant que propriétaire d'entreprise, investisseur ou employé. Le premier signe que vous devenez financièrement avisé est que vous vous concentrez sur les activités qui génèrent le plus de revenus. Cela peut contredire l'état d'esprit multitâche promu par les spécialistes, autoproclamés de la gestion du temps. Cependant, combiner des activités génératrices de revenus et des activités non génératrices de revenus est une prescription pour la stagnation financière. Je vais vous expliquer un principe de gestion du temps qui vous aidera à y voir plus clair. Vous pouvez grossièrement classer vos sources de revenus en 3 groupes. Les premières sont les sources de revenus primaires. Votre principale source de revenus, en tant que salarié, est votre emploi le mieux rémunéré depuis le début de votre carrière. Parce que vous y passez le plus de temps et générez le plus de revenus. Votre principale source de revenus en tant qu'entrepreneur est votre micro-entreprise ou encore votre start-up ou votre entreprise en ligne. Si vous êtes un investisseur, votre entreprise d'investissement la plus précieuse est votre principale source de revenus. Vous devez donner la priorité à vos principales sources de revenus pour 2 raisons principales. Premièrement, votre principale source d'argent soutient votre style de vie. Elle est également responsable de la génération et du maintien de votre revenu. Après avoir résolu cette question, vous pouvez passer aux sources de revenus secondaires qui contribueront à améliorer votre trésorerie. L'indicateur numéro 2. Vous avez 2 ou plusieurs sources de revenus. Bien que leur valeur financière ne soit pas égale à celle de vos sources de revenus principales. Il est typique d'observer que la majorité des sources de revenus complémentaires soient constituées d'une seule source de revenus. Considérez l'immobilier, les investissements en actions et les entreprises passives comme des sources de revenus secondaires qui ne requièrent pas toute votre attention ou votre implication. Enfin, nous avons les emplois simples. Il s'agit de petites activités qui rapportent peu ou pas d'argent. Par conséquent, dans la majorité des cas, les emplois banals jouent un rôle crucial pour compléter vos revenus primaires et secondaires. Passer son temps libre de manière productive est une caractéristique partagée par les personnes qui réussissent financièrement. Gagner un revenu complémentaire, pendant que vous êtes au chômage peut améliorer considérablement votre situation financière. Considérez les personnes riches qui vous entourent pour démontrer l'importance des sources de revenus complémentaires. Vous observerez que la majorité d'entre elles ne dépendent pas d'une seule profession ou entreprise. Ils ont probablement une activité secondaire ou un investissement qui augmente leur revenu mensuel. Selon une étude, le millionnaire moyen dispose de 7 sources de revenus, donc si vous en avez une, vous vous en sortez bien. Si vous en avez 3 ou 4, vous avancez dans la bonne direction. Question. Pourquoi les flux de revenus supplémentaires sont-ils importants? Et sont-elles significatives? Réponse. En réalité, vous ne pouvez pas économiser pour atteindre l'indépendance financière. Vous pouvez économiser et réduire les coûts autant que vous le souhaitez, mais tant que vous n'aurez qu'une seule source de revenus, vous finirez par manquer d'argent. Et de vous retrouver sans le sou si vous la perdez. Par conséquent,
les sources de revenus passifs offrent une protection financière en cas de récession. Vous pouvez également utiliser, pendant une récession, d'autres sources d'argent pour orienter vos dépenses. Si vous avez un travail à temps plein et un site web qui propose vos cours, vous pouvez utiliser votre revenu complémentaire pour financer des investissements cruciaux dans le marché boursier par exemple. Vous atteindrez vos objectifs financiers plus rapidement que si vous dépendez uniquement de vos revenus. Toutefois, si vous dépendez uniquement de votre emploi, les sources de revenus les plus solides sont les dividendes d'actions, les gains en capital, les intérêts de compte d'épargne à haut rendement et les redevances. L'indicateur numéro 3. Développement de l'intelligence financière. Si vous avez des comptes d'épargne à haut rendement ou des redevances, vous améliorez continuellement votre intelligence financière. Vous considérez-vous comme financièrement intelligent si vous augmentez sans cesse votre intelligence financière? Vous êtes peut-être la seule personne à recevoir des demandes de conseils financiers. Voici d'excellentes nouvelles. L'insolvabilité financière est une indication que vous êtes destiné à la réussite financière. La vérité est que le manque d'intelligence financière est l'une des raisons pour lesquelles tant d'individus prennent du retard sur le plan financier. Gagner de l'argent n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire travailler cet argent pour vous tout en évitant les dangers liés à l'augmentation de vos revenus pour le prouver. Considérez le nombre de personnes exerçant des professions très rémunératrices qui sont soit insolvables, soit croulant sous les dettes. Combien de ménages de la classe moyenne vivent de salaire en salaire? Ce n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Leurs difficultés financières sont la raison profonde de leur stagnation financière. Pourquoi? Parce qu'ils sont analphabètes sur le plan financier. C'est dû à leur incapacité à gérer leurs finances. En raison de leur incapacité à gérer leurs finances, ils sont prisonniers d'un salaire mensuel. Il est préférable d'améliorer son éducation financière comme prévu. Les personnes ayant une éducation financière élevée peuvent composer des plans d'affaires réalistes. Lorsque vous créez un budget, vous êtes moins susceptible de gaspiller de l'argent ou de trop dépenser. Comme vous attribuez chaque élément à une nécessité lorsque vous établissez un budget, vous êtes moins susceptible de dépasser votre revenu ou de gaspiller de l'argent lorsque vous établissez un budget. Un budget raisonnable devrait réserver au moins 30% de son salaire à l'épargne. Et comme vous pouvez le constater, cette épargne devrait être utilisée pour financer vos investissements. L'intelligence financière est l'atout le plus précieux dans tout processus de création de richesse. Toutefois, l'intelligence financière n'est pas synonyme d'éducation formelle. Elle constitue une position stratégique pour chercher un emploi. Mais elle ne garantit pas que vous serez financièrement avisé. La lecture de livres sur l'argent, le suivi de vos dépenses et la consultation de planificateurs financiers experts sont autant d'activités intelligentes qui peuvent vous aider à accroître votre intelligence financière. Suivez vos dépenses et consultez un planificateur financier. L'indicateur numéro 4. Vous savez que tout a un coût. Comprenez les possibilités, le coût de l'épargne, lorsque l'épargne peut affecter une variation de votre valeur nette. À long terme, vous concentrer uniquement sur l'épargne vous coûtera une énorme somme d'argent. Au passage, un montant important d'épargne n'est pas un signe de réussite financière, quand bien même qu'il est essentiel pour la réussite financière. Mais, épargner sans investir, ou investir sans épargner est un manque cruel d'une bonne jugeote. Vous limitez votre progression financière au faible taux d'intérêt offert par la majorité des comptes d'épargne. Par exemple, si vous déposez 10 000 € sur un compte d'épargne qui rapporte 1% d'intérêt aujourd'hui, votre argent va fructifier à la fin de l'année. Un an plus tard, votre argent aura atteint 10 000, plus 100 €, soit 10 100 €, en fonction des intérêts perçus. Honnêtement, c'est une somme dérisoire par rapport à ce que vous auriez gagné si vous aviez investi cet argent en bourse. Le taux de rendement annuel moyen du marché boursier est aujourd'hui d'environ 10%. Ce qui implique que si vous aviez placé 10 000 € dans un fonds indiciel SP500, avec un taux de rendement d'environ 10%, vous auriez réalisé un bénéfice de 1 000 €. Dans ce scénario, si vous choisissez d'épargner dans un compte d'épargne à faible taux d'intérêt, vous renoncez à 900 € en coût d'opportunité. Dans cette situation, il est essentiel de se rappeler que le but ultime de l'épargne devrait être d'investir l'argent de manière à obtenir des rendements importants. L'indicateur numéro 5. La frontière entre le jeu et l'investissement est mince. Ceux qui savent où la tracer ont des chances de réussir financièrement. Lorsque vous entendez des personnes utiliser des phrases telles que « l'investissement est un jeu », vraiment? Ces concepts deviennent encore plus perplexes.
Si vous êtes un investisseur chevronné, vous comprenez par nature que le jeu et l'investissement sont des activités distinctes. Contrairement aux joueurs, qui sont motivés par l'excitation et l'avidité. Les véritables investisseurs sont bien informés et désireux d'investir, orientés vers des objectifs à court, moyen, long terme. Contrairement à leurs homologues joueurs, les investisseurs intelligents sont capables de suivre une méthode stratégique dans toutes leurs transactions. L'investissement cesse d'être un jeu une fois que vous avez pris le temps de comprendre le marché. Prenez le temps de vous informer sur le marché plutôt que de vous fier au jugement des autres en matière d'investissement. L'investissement exige beaucoup de patience. À l'inverse, le jeu repose sur la spontanéité et n'offre souvent aucun recours en cas de perte. Vous avez certainement entendu parler d'exemples d'investisseurs qui ont détenu des actions d'une société pendant des décennies et qui sont devenus millionnaires grâce à leur patience. Malgré le fait que la plupart des joueurs sont incapables de garder des actions aussi longtemps, ils perdent de l'argent sur une seule transaction. Étant donné que la majorité des joueurs ne peuvent pas conserver des actions pendant si longtemps et perdent donc de l'argent sur une seule transaction, il est essentiel de s'instruire avant d'investir. Encore une fois, il est essentiel de s'instruire avant d'investir. En conclusion, alors que les jeux d'argent reposent uniquement sur le hasard, l'investissement requiert une combinaison de 3 facteurs, l'intelligence et la compétence financière et le timing. L'indicateur numéro 6, son rapport avec la dette. La dette, sauf si elle vous rapporte de l'argent une fois maîtrisée, est un fardeau qui peut entraver votre chemin vers la réussite financière. Une fois que vous aurez maîtrisé la discipline financière, vous serez en mesure d'établir un budget et de vivre selon vos moyens. Ce qui vous évitera d'emprunter des fonds inutiles. Toutefois, il convient de se demander si c'est toujours une mauvaise chose. Et la réponse dépend de l'objet du prêt. Si vous empruntez pour acheter un bien qui se déprécie, comme une voiture, alors vous vous endettez. Oui, cette forme de dette est indésirable et doit être considérée comme un adversaire. Par contre, si vous empruntez pour acheter un bien qui s'apprécie, autrement dit, un actif qui prend de la valeur, ou pour développer votre entreprise ou encore rembourser une dette à taux d'intérêt élevé, vous êtes en passe de devenir le prochain millionnaire de la ville. Malheureusement, il n'est pas toujours facile de faire la distinction entre une bonne et une mauvaise dette. Ce n'est pas aussi net qu'on pourrait le croire. Certaines dettes sont considérées comme avantageuses, mais leur rendement ne couvre pas le coût du service de la dette. Les prêts étudiants en sont un bon exemple. Dans un marché du travail volatile qui licencie plus de personnes qu'il n'en embauche, il est très peu probable que vous puissiez continuer à rembourser vos dettes et que vous puissiez suivre le rythme des taux d'intérêt des prêts étudiants. Question. Mais quelle est donc la meilleure mesure pour distinguer les bonnes dettes des mauvaises? Réponse. Bien qu'emprunter de l'argent ne soit ni bon ni mauvais, les experts financiers font la distinction entre bonne dette et mauvaise dette. Une bonne dette est un investissement dans quelque chose qui s'appréciera ou s'amortira avec le temps. Il peut s'agir, par exemple, d'un prêt hypothécaire pour une maison, d'un prêt pour une formation professionnelle, d'un prêt pour créer une entreprise ou d'un achat qui améliore votre travail ou votre santé. Si vous empruntez pour acheter un article qui perd instantanément de sa valeur ou que vous ne pouvez pas rembourser en totalité et dans les délais, ce qui entraîne des frais d'intérêt et une augmentation de la dette, il s'agit d'une mauvaise dette. Il peut s'agir, par exemple, d'un achat effectué à l'aide d'une carte de crédit de magasin à taux d'intérêt élevé, d'un prêt personnel pour couvrir des obligations mensuelles récurrentes et de tout achat qui n'est ni essentiel ni productif. N'oubliez pas que les dettes peuvent être bonnes ou mauvaises selon la situation. Par exemple, un prêt hypothécaire est généralement considéré comme une dette positive, car il vous permet d'investir dans un bien dont la valeur devrait augmenter. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer les paiements, il peut s'agir d'une mauvaise dette. Un emprunt incontrôlé, qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise dette, mène à terme à la ruine financière. Cependant, lorsqu'il est utilisé correctement, il peut être un outil utile dans la poursuite d'une plus grande richesse. L'indicateur numéro 7. Vous investissez en vous-même et non dans les autres. Si vous regardez autour de vous, vous trouverez certains individus qui dépensent de l'argent pour satisfaire les autres pour quiconque se libère des chaînes de l'opinion publique. Il existe même un terme pour désigner le fait de dépenser de l'argent pour impressionner les autres. Être un « moi aussi ». Quelle est pour vous l'expression qui caractérise le mieux la pratique consistant à dépenser de l'argent en réponse à une pression extérieure? Laissez-nous vos avis en commentaire. Ceci dit, malheureusement, nous vivons à une époque où la capacité à dépenser de l'argent
est un signe de sécurité financière. Toute personne qui parle sur les médias sociaux de ses récents achats coûteux, la personne gagnera automatiquement un nombre considérable de followers. La plupart des gens ne réalisent pas que lorsque vous permettez aux autres d'influencer vos décisions de dépenses, vous leur accordez le contrôle de votre valeur nette à long terme. Cependant, l'approbation du public est comparable à une drogue intoxicante. L'impulsion de se conformer à la pression sociale peut rapidement devenir une dépendance qui paralyse votre argent. Inévitablement, ceux qui se laissent aller finissent par payer trop cher parce qu'ils veulent acheter une automobile ou une maison qu'ils ne peuvent pas se permettre. Nous savons tous comment ces histoires se terminent, par des ventes aux enchères de dettes et la perspective de perdre l'approbation des personnes mêmes pour lesquelles ils ont dépensé toute leur fortune. Ce mode de vie est insoutenable, malsain et préjudiciable à votre réussite à long terme. Nous allons nous arrêter ici, pour cette vidéo. Nous poursuivrons avec d'autres indicateurs dans une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé ce temps ensemble. Si vous avez aimé la vidéo et l'avez trouvée utile, merci de nous donner un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Cela dit, passez une merveilleuse journée. Et si Dieu le veut, nous vous verrons tous dans la prochaine vidéo.